Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bonjour, bienvenue pour ce podcast de diététothérapie et pharmacopée chinoise sur la question des saveurs, de leurs effets thérapeutiques. La médecine traditionnelle chinoise distingue 5 saveurs principales, l'acide, l'amer, le piquant et le salé, qui renvoient toutes évidemment à la théorie des 5 éléments que vous êtes supposé connaître. Chacune de ces saveurs produit des effets physiologiques et thérapeutiques particuliers et nous allons essayer de les décrire. En quantité modérée, ces saveurs nourrissent l'organe ou l'entraille correspondant et ses tissus associés, mais en excès, elles leur nuisent, elles les lèsent. Nous n'aborderons cependant pas ici la question des dosages. Alors, commençons par la saveur acide. L'effet, c'est l'astringence, c'est-à-dire que la saveur acide rassemble, elle resserre, comme on le ressent par exemple quand on mord dans un citron vert. On va donc utiliser cet effet pour retenir ce qui a tendance à s'échapper du corps, par exemple des transpirations incessantes, par exemple des fuites d'énergie, de sang, de sperme, de liquide, de diarrhée, pour la toux aussi, pour les leucorrhées par exemple encore. La saveur acide va donc servir à retenir ce qui fuit. L'acide est associé au foie, il nourrit et il lèse les tendons et les muscles. Il peut nourrir ou léser aussi les yeux. Attention, il est souvent utilisé comme exhausteur de goût avec le sucre et le sel dans l'alimentation industrielle. Par exemple, vous en avez dans les haricots verts en boîte et puis dans un très grand nombre de boissons sucrées, acides que consomment tout particulièrement les adolescents. Bien, la saveur amère, elle draine. Elle purge spécialement la chaleur vers le bas. Cette saveur favorise le cœur et l'intestin grêle, voire aussi l'estomac, avec une certaine fonction apéritive. C'est une saveur peu gastronomique, peu gratifiante au palais et elle est injustement boudée par les foules. Mais les Chinois consomment, eux, des variétés extrêmement amères, de thé par exemple. Les variétés ordinaires du commerce, longuement infusées, permettent déjà d'obtenir des effets intéressants. Intéressants en termes d'amertume, c'est-à-dire de drainage et de purgation. La troisième saveur, c'est la saveur douce. Elle nourrit, elle tonifie, elle humidifie. Elle agit beaucoup sur le sang, sur le qi et sur les liquides. Elle inclut les sucres rapides, de manière très concrète, les sucres complets, le rapadura par exemple, mais concerne d'abord les sucres lents des céréales et des légumineuses qui constituent la base d'une alimentation macrobiotique par exemple. Elle inclut les laits qui humidifient et qui apaisent la soif. Mais attention évidemment aux laits animaux qui sont devenus dans la production industrielle du lait aujourd'hui des anti-aliments. La saveur douce calme l'esprit, elle a un effet décontractant, un effet anti-stress. Et ses usages et dosages font l'objet de décisions politiques. Vous voyez par exemple de l'alimentation des soldats romains à la production de sucre de betterave qui avait été voulu par Napoléon. Le sucre, ou la saveur douce plus exactement, donc a un effet général antispasmodique, antalgique. Elle est associée à la rate et à l'estomac, elle harmonise la digestion et elle nourrit les chairs. Voyez par exemple dans les dattes avec de thé bien sûr. Le problème, ce sont des excès qui déborde la rate et engendre de l'humidité pathogène, ce qui produit surpoids et obésité et toutes sortes de troubles cardiovasculaires. L'association du doux et de l'acide est intéressante pour produire les liquides et apaiser la soif. Vous voyez par exemple dans la citronnade.
Passons à la saveur piquante, qui extériorise, qui disperse, qui amène l'énergie et les liquides vers la surface du corps. La saveur piquante est réputée pour être sudorifique. Vous voyez par exemple le vin chaud à la cannelle. Pour libérer la surface en cas d'attaque de vent froid, je vous renvoie au podcast consacré à ce sujet. Alors comme exemple, on peut parler des épices qui sont en général piquantes et chaudes ou piquantes et tièdes, tandis que la menthe est une plante qui est piquante et fraîche à froide. La saveur piquante fait circuler le qi et le sang. Par exemple, le basilic est intéressant dans cette perspective pour les douleurs abdominales, tout comme la Gualtérie et le cyprès pour faire circuler le sang dans les jambes, par exemple. Quand on fait des massages, on les utilise en huile essentielle. Mais comme tout ce qui fait circuler, il faut faire attention avec l'usage de la saveur piquante pour les patients qui sont déjà en vide, car on aggraverait leur situation, bien sûr. Je vous rappelle qu'on ne fait pas circuler du vide. La 5e saveur, c'est la saveur salée. Elle assouplit, elle ramollit, elle disperse les indurations. Par exemple, des kystes, des nodules, des goitres, les lipomes vont être améliorés ou on va favoriser leur élimination en consommant des produits salés. Voyez par exemple déjà l'effet de l'eau de mer sur les croûtes de sang ou le traitement des goitres et des tumeurs cancéreuses par les algues en médecine traditionnelle chinoise. Pour les algues en médecine traditionnelle chinoise, je vous renvoie à Haizhao, à Kunbu, à Sanleng. La saveur salée a aussi un effet purgatif, un mouvement descendant. En cas de constipation, ce sera donc très intéressant. Voyez par exemple le sel qu'on utilise dans Da Chen Chi Tang. Ce sel, c'est Mang Xiao, qu'on associe à Da Huang, la rhubarbe. Pensez tout simplement au chlorure de magnésium ou au sulfate de magnésium, qui sont des sels très puissants pour la purgation. Par saveur salée, on désigne aussi tous les micronutriments des légumes, des céréales et des légumineuses. C'est la raison pour laquelle on dit qu'elle nourrit cette saveur salée, elle nourrit l'énergie des reins et des os. Et c'est dans cette perspective, vous le savez sans doute, que les Chinois et les Japonais chérissent particulièrement le miso, le shoyu, le tamari, le gomasio, les prunes umeboshi, ou les graines fermentées de tofu sous forme semi-solide, ce qu'on appelle le natto. Des saveurs très surprenantes quand on n'y est pas habitué, mais auxquelles on s'habitue finalement assez vite, qui élargissent considérablement le spectre des saveurs gastronomiques qu'on peut utiliser en diététique, en cuisine, et qui ont donc un effet thérapeutique très intéressant. Attention toutefois à ne pas en abuser parce que l'excès de sel va fatiguer le cœur et les reins. C'est le problème de l'alimentation industrielle qui, vous le savez, est saturée en sel raffiné qui brûle les tissus. Parce que, évidemment, il y a sel et sel. Les sels raffinés, les sels blancs sont à proscrire, évidemment. Revenir à des sels naturels, non raffinés, non transformés. Bon, je passe rapidement sur les 2 saveurs supplémentaires, puisque vous savez que les 5 saveurs en médecine chinoise sont au nombre de 7. En plus des 5 saveurs, on compte aussi l'insipide et l'astringent. L'insipide, je vais très vite, a une action diurétique. Donc c'est intéressant pour les œdèmes tout de même, les diarrhées, les leucorrhées, et on la trouve cette saveur dans les courges, les champignons, les larmes de Job, les haricots verts, par exemple. La saveur astringente, c'est une variante plus intense de l'acide, et la médecine traditionnelle chinoise lui réserve un nom spécial. Bon, mais pourtant elle n'a pas de vertu supplémentaire ou spécifique. On la trouve par exemple dans le kaki ou la grenade. Voilà pour cette présentation des saveurs, de leurs effets thérapeutiques, de leur correspondance avec les organes et les entrailles, de leurs contre-indications ou de leurs effets indésirables quand elles sont utilisées en excès, avec quelques exemples qui, j'espère, vous aideront à les mémoriser et à les utiliser dans votre cuisine au quotidien. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces podcasts sur les traditions de santé et la médecine traditionnelle chinoise en particulier. Belle journée à tous!